tout le monde, vous serez tous d'accord pour dire que le maquillage, d'ailleurs le mot n'existait pas, c'était pas le mot qu'on utilisait. Hein. Le maquillage, c'est le mot de Baudelaire en 1859 dans cet article sur la poésie, etc. Mais c'est tout à fait normal que vous l'ayez utilisé en revanche, puisque c'est comme ça, de même que le mot silhouette, il existe au XVIIIe, mais on utilise le mot de silhouette pour définir les profils de la Renaissance. Donc le maquillage à la Renaissance, c'est quand même très curieux, parce que lorsque vous lisez on a à sa disposition les textes, on peut les lettres, mais c'est quand même assez les textes, hein, les traités de beauté, etc. Les auteurs sont mal à l'aise. Les auteurs sont mal à l'aise parce qu'en revenant à l'Église, les grands textes des pères de l'Église, je pense à Tertullien. Tertullien va dire, donc Tertullien c'est en gros 5e siècle après Jésus-Christ, Tertullien va dire, il y a une beauté naturelle et il y a une beauté artificielle. Bon, la beauté artificielle, c'est celle qui trahit ce que Dieu a fait de vous. Donc vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de trahir ce que Dieu vous a fait. Donc le maquillage est impensable. De même qu'est impensable l'excès d'attention au niveau de l'habit, le recours à des bijoux, etc. Et là, on voit bien la rupture. Vous voyez, au fond, il y a de la nature qui doit être respectée et il y a de l'artifice qui doit être refusé. Et puis, moi, je trouve que la société occidentale, c'est une société qui va dans le sens d'une place croissante donnée à l'initiative individuelle. Et puis, vous avez à la Renaissance un ensemble de textes assez nombreux qui portent sur ce qu'on pourrait appeler de l'ornement du corps des femmes et des hommes, etc. Ce n'est pas vraiment encore des traités de beauté, mais ça revient au même. Et c'est la préface qu'il faut lire. Parce que dans la préface, l'auteur prend 1000 précautions. Et on va dire, mais non, quand même, vous ne pouvez pas comme ça artificialiser votre visage, c'est pas possible quand même. Alors en plus, l'idée c'est que si vous artificialisez votre visage, c'est que vous voulez être plus belle, et donc vous voulez trahir votre mari. Vous voyez, vous risquez de faire quelque chose qui est de l'ordre de rentrer dans des pratiques de séduction qui sont des pratiques du courtisanat. C'est pas possible. Mais, moi je vous propose quand même de mettre du cosmétique, je vous propose de mettre des fards. Et donc à ce moment-là, ben oui, vous pouvez les mettre si vous êtes en position de devoir vous marier. À ce moment-là, oui, bien sûr, porter du maquillage. Vous voyez, donc, on transige. Ces façons de transiger ont eu encore plus de force dans des situations comme celle de la cour. Alors, celle de la cour, surtout lorsque la cour devient nationale et devient centrale, si vous voulez. À ce moment-là, l'étiquette, l'artifice de soi, ça devient des pratiques absolument banalisées, le fait de porter du fard, etc. Et le parfum, avec le XVIe siècle, qui devient de plus en plus important. Donc, et là, les réticences baissent, même si vous avez des critiques. Il y a évidemment des critiques. Je pense par exemple à ce livre que vous connaissez sans doute très bien, qui est le livre de Thomas Arbus, Thomas Artus, sur l'île des Hermaphrodites. Alors, Thomas Artus écrit à la fin du XVIe siècle et se moque, mais d'une façon folle, de la cour d'Henri III. Et il dit, dans la cour d'Henri III, c'est intolérable, on multiplie les parfums, on multiplie les dentelles, les colorettes, on multiplie les canons au niveau des bottes, les poudres dans les cheveux, finalement, ce ne sont plus des êtres humains, ce sont des artifices. Bon, très bien. Mais il n'empêche pas moins que dans la cour, ce genre de comportement a continué d'exister. Et ce qui est terrible dans cette affaire, pour prendre le problème sur un autre plan, ce qui est terrible, c'est que les produits utilisés, qui à l'époque portaient le nom de phare, les produits utilisés sont des produits éminemment dangereux, puisque le but, c'est de blanchir le fond de la peau, tout en mettant du rose dessus, mais c'est de blanchir. Or, on ne peut blanchir qu'en recourant à des produits qui sont affreusement dangereux. La céruse, qui est une forme de plâtre, le mercure ou le plomb. Voyez, et à ce moment-là, c'est votre peau qui est atteinte. Et vous avez des descriptions affreuses. Je pense en particulier à une courtisane qui, si mes souvenirs sont bons, Franco, qui est une courtisane vénitienne, qui part à Londres pendant 3 ans et qui revient à Venise. Et qui dit, mais elles ont toutes mes amies ont la peau complètement délabrée, voyez, parce que les produits utilisés sont extrêmement dangereux. Ce qu'on a tendance un petit peu à oublier, et qui est un autre versant, si vous voulez, de la question. Mais néanmoins, à la cour, le port du phare, il y a un très beau texte hein,
Catherine Lanoé sur le phare au XVIIe, au XVIIIe, à la cour, le port du phare est banal. Et Madame de Sévigné dit simplement, quand on enlève le rouge, c'est qu'on est dévote. Donc elle dit, finalement, le rouge, c'est un peu la parole des prophètes. Vous voyez, si vous l'enlevez, c'est que vous avez basculé du côté du clan des dévots. Mais sinon, vous êtes dans le quotidien et vous portez le phare de manière habituelle, avec quelque chose qui est quand même de l'ordre du complexe, de la difficulté d'assumer, de quelque chose qui n'est pas... Alors par exemple, je pense à Pépise, qui est un auteur magnifique, qui a écrit un journal en Angleterre au milieu du XVIIe. Et le journal de Pépise est une merveille, parce qu'il interdit à sa femme de porter du phare, en disant, t'as pas le droit comme ça, de te masquer, en quelque sorte, t'es pas toi, puis en plus tu cherches à séduire, oui, horrible. Et en même temps, Pépise est totalement séduit par les femmes qui portent du phare, il les suit, il essaie de les observer, etc. Voilà l'ambiguïté. Mais ce qu'il faut peut-être ajouter, c'est que cette situation, qui est une situation que je qualifierais personnellement d'ambiguë, mais où, néanmoins, la pratique du phare l'emporte. Cette situation devient, à mes yeux, je peux me tromper, mais à mes yeux plus libre, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Même si vous avez quand même des auteurs qui continuent de dire, je pense à un évêque, vous voyez l'Église, un évêque interrogé, il dit, écoutez, moi, j'ai pas d'avis, essayez entre les deux, portez du phare d'un côté et restez libre de l'autre, ce qui est évidemment aberrant. Mais le texte important, on y revient, le texte important, c'est celui de Baudelaire. C'est celui de Baudelaire, en 1859, dans ses fameux poèmes en prose, où il y a un poème sur le maquillage. Et c'est un poème absolument magnifique. Parce que Baudelaire, pour la première fois, c'est pas le premier à dire ça. En fait, ça précède 2 ou 3 décennies, et en particulier, je pense que le premier, c'est le texte de Madame de Girardin, dans la revue qui s'appelle La Mode, texte sur lequel je reviendrai dans un instant. Baudelaire, donc, je dis le premier, mais en gros, en 1859, Baudelaire va dire... Vous avez le droit. Oui, ça c'est la première fois. Vous avez le droit. Et c'est pas la première, je répète. C'est Girardin, à mon avis. Mais vous avez le droit. On est dans des sociétés où les individus décident d'eux-mêmes. Et non seulement vous avez le droit, mais en recourant au maquillage, vous faites de vous un objet d'art. Et ça, c'est vraiment passionnant. Vous faites de vous un objet d'art, et de surcroît, si vous le faites de façon subtile, et en particulier si vous savez cerner vos yeux avec du noir, vous allez accroître votre mystère. Et vous allez être quelqu'un de totalement fascinant. Donc voilà, un texte très fort, qui inscrit, à partir d'une autorité importante, le fait que le maquillage, dans une certaine mesure, se banalise. Et on n'imagine pas la princesse... l'impératrice Eugénie sans maquillage. Je vois ces photos, j'avais beaucoup travaillé sur ces photos, moi, en essayant de rentrer au plus près, vous voyez, une sorte de faire je ne sais pas comment dire, un approcher le plus près, et vous voyez du noir. Comme ça, alors le noir sur les yeux, c'est toute une histoire, c'est plus tardif, c'est 19e. Mais je disais Madame de Girardin. Alors, je reviens à elle. Tertullien, 5e siècle, beauté naturelle, beauté artificielle. Très bien. Que dit Madame de Girardin dans La Mode? C'est la revue de son mari, et La Mode, c'est une revue très importante, qui se diffuse, qui a des images, qui convainc en quelque sorte son public. Que dit Madame de Girardin? Elle dit il y a 2 beautés. Il y a une beauté naturelle, et il y a une beauté sociale. Elle ne dit pas la beauté artificielle, elle dit pas... Il y a une beauté sociale, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas artificielle, elle dit sociale. Ça veut dire quoi? Ça renvoie à la question que vous posiez tout à l'heure. Il y a une beauté de l'interaction. Il y a une beauté où ce qui est au cœur, c'est l'échange que je peux avoir entre moi et les autres. Et cet échange, il ne peut pas avoir de la profondeur si je ne m'apprête pas, si je ne rentre pas dans quelque chose qui est de l'ordre de la beauté sociale. Et du coup, la conclusion de ce mot, qui est très beau de Madame de Girardin, c'est la seule vraie beauté, c'est la beauté sociale.